Bonsoir Nathalie. Bonsoir Eddy. Ravi de te retrouver dans ce cadre chaleureux. Oui. Et devant cette cheminée en plus. Oui. On va parler image et en même temps confiance en soi. Oui. Alors, pour te présenter brièvement, je dirais que tu es en même temps chanteuse, comédienne, également coach. Oui. On a pu t'apercevoir dans différentes comédies musicales de type Starmania, Shrek, Piaf. Le rôle qui me suit depuis quelques années quand même. Oui. C'est bien, pour n'en citer que quelques-unes, mais il y en a un nombre incalculable. Alors ce soir, on va commencer par quelque chose qui est très important, c'est un élément clé en communication, c'est la voix. Ah, la voix, vaste programme. Et toi qui es essentiellement chanteuse, oui. Tu vas peut-être nous dire comment on peut trouver sa voix. Ah. Comment on peut trouver sa voix? Déjà, je commencerai par dire que pour trouver sa voix, il faut que la voix X trouve sa voix E. En fait. Alors bon, ça paraît compliqué comme ça. Hein. X, E, vas-y. En fait, il faut que la voix trouve, comme on dit toujours, une belle voix, on dirait que c'est l'âme qui chante. Et en fait, c'est ça. Une voix, c'est l'âme qui chante. Parce que, pour moi, en tout cas, ce sont mes croyances et presque mes valeurs. Je trouve que la voix est vraiment le reflet de ce que l'on est. C'est amusant d'ailleurs de s'écouter. Aujourd'hui, on a les moyens de s'enregistrer beaucoup. Et on s'aperçoit que la voix change énormément avec ce que l'on vit, avec ce que l'on devient, avec ce que l'on traverse aussi. La voix est porteuse de beaucoup de choses et elle est vraiment comme une empreinte digitale de son doigt. Déjà, elle est unique. Et tout le travail, si on appelle ça un travail, quelquefois c'est presque une quête, c'est de trouver le chemin que la voix traverse à travers l'existence, en fait. Donc il y a des techniques, il y a évidemment du travail, il y a des rencontres avec des professeurs, des coachs. Moi, j'ai été très longtemps une autodidacte. En fait. Tu n'as pas pris de cours? Non, j'ai pris des cours de chant très tard. Parce que je suis arrivée comme ça sur le terrain, à 6 ans sur scène, on ne se pose pas de questions. Et tu avais ta voix à 6 ans? Oui. Tu as trouvé ta voix à 6 ans? Je pense pas qu'à 6 ans, on soit conscient d'avoir trouvé sa voix. Ouais. En tout cas, à 6 ans, quand j'ai commencé à faire du bal populaire, je me suis exercée sur d'autres voix. Parce que... En fait, trouver sa voix, ça peut être la quête d'une vie. C'est pour ça que je parle de quête, parce que c'est vraiment ça. Trouver son timbre, quel est vraiment son timbre. Surtout quand moi, j'ai commencé en tant que chanteuse de bal, où je chantais du Claude François, du Edith Piaf, du Sheila. Et puis, l'exercice, c'était évidemment de chanter, mais de faire un peu comme la chanteuse ou le chanteur. Du copier-coller, quoi. Un peu du copier-coller. Ce qu'on appelle un cover, c'est ça? Oui, un peu. Enfin, en tout cas... Voilà, donc quelquefois c'est très excitant, très enrichissant, mais il faut très vite se sortir de ce processus pour trouver son timbre, qui on est, quelle est sa propre voix, quelle est sa propre émotion à travers sa voix. Interpréter à sa manière. En général, on dit de ça, ouais. On dit ça, c'est une chanteuse, un chanteur doit interpréter à sa manière et trouver son style plutôt que copier. Absolument. Et quand j'ai des élèves qui viennent, la première chose que je leur dis, on va trouver votre voix. On va trouver votre timbre, votre empreinte digitale, votre voix, votre étendue, quelquefois, c'est à peine un octave, on s'en moque. Mais c'est votre voix, c'est là où elle est riche, c'est là où elle est pleine, c'est là où on vous reconnaît. Parce que c'est important, une voix, qu'on la reconnaisse. Alors, en tant que coach, justement, parce que c'est aussi une de tes fonctions, comment fais-tu pour trouver la voix d'une personne dans ces séances de coaching? Le principe est simple, c'est déjà la rondeur. Trouver la rondeur, c'est là où elle est ronde, où elle fait du bien, ou là où ça fait du bien aussi. Souvent, quand on est bien dans son timbre, moi je dis toujours que ça ronronne. Parce que c'est rond, c'est facile. Après, on peut aller dans les aigus, dans les basses, se promener. Mais là où on a son timbre, souvent, il correspond un petit peu au timbre parlé. Mais c'est un peu trompeur. Parce que moi, j'ai une voix... tout le monde me dit « Oh là, tu es soprano, toi, parce que tu as une petite voix comme ça, un peu aiguë. » Or, je ne suis pas du tout soprano. Je serais plutôt alto, mezzo. Et j'aime les choses qui sont plutôt... Je chante plutôt dans les basses, bizarrement. Donc, quelquefois, c'est un peu trompeur. Mais souvent... C'est la voix instinctive parlée.
Ça s'entend, ça se sent. Alors, la personne qui vient, elle est un petit peu déstabilisée parce que déjà, elle sait pas trop. Moi, je suis mezzo, je suis soprano, je sais pas où je suis. Quelquefois, il y a eu des cours avec des personnes qui fait qu'on a plutôt tendance un petit peu chanter un petit peu dans les aigus parce qu'on croit qu'on est là. Et tu commences par la voix parlée, en fait, pour trouver le un petit timbre peu, la voix parlée. Et puis, alors, il y a tout le travail de vocalise pour voir un petit peu où ça coince parce que quelquefois, il y a des blocages dits psychologiques. C'est fréquent. On en traverse toujours, j'en traverse même au bout de plusieurs années, on traverse. Et toi, tu aimes ta voix? Oh, c'est une grande question, ça, d'aimer sa voix. Parce que tu as une expérience, une carrière de chanteuse. Oui. Et souvent, le problème qu'on rencontre quand on passe devant la caméra et quand au niveau oral, et quand on est enregistré, on a peur de sa voix, on n'aime pas sa voix. Ça, c'est fréquent. Si on parle de l'image, là, on parle juste de la voix. Il y a toujours un décalage entre celle que l'on entend pendant que l'on parle et celle que l'on entend enregistrée. On dit, c'est pas ma voix. Ça. Je crois que j'ai appris à la connaître. L'aimer, c'est tout un programme, parce qu'elle évolue, c'est impressionnant. C'est ça, comme tu disais, elle change au cours du temps, au cours des expériences, au fur et à mesure. Et puis, c'est pour dire qu'elle est vraiment porteuse de ce que l'on vit à ce moment-là. Moi, j'arrive à me remettre dans l'émotion de qui j'étais à travers les enregistrements que j'écoute. Ah là là, oui, cette période-là, j'ai 20-25 ans. Ah ouais, j'entends ce que je vivais, j'entends qui j'étais. C'est impressionnant. La voix est vraiment porteuse de ça, porteuse de ce que l'on est. Comme un visage qui change. Il évolue avec le temps. Souvent, les rides, elles sont vers le haut, vers le bas. Ça dépend si on a beaucoup ri, voilà. Et la voix, elle est là. Et puis, on le sait tous. La voix, il y a à travers le sourire, la tristesse. On entend, rien qu'une voix dite, on n'entend que la voix au téléphone. On sait, on sent instinctivement la personne dans quel état elle est, et émotionnellement parlant. La voix est vraiment quelque chose d'important. Oui. Donc, commencer par travailler sa voix, ça peut être une bonne démarche pour une personne qui veut travailler devant la caméra, comme travailler sur une scène en tant que même conférencier. Oui, parce que déjà, à travers le travail de la voix, il y a le travail de la respiration. La respiration. Gérer... Quelle respiration? La question. Quelle respiration? Alors, les oreilles, la bouche... Non, moi j'aime bien parler de respiration totale, finalement. La respiration totale. Oui. Et moi j'aime bien utiliser le mot total, parce que même si, dans l'absolu, on respire dans son ventre, j'ai toujours peur qu'on ne respire que dans son ventre et qu'on fait une fixation. Alors, faut que je gonfle le ventre. Déjà de gonfler le ventre, on est déjà en apnée. En fait, finalement, il y a plus un blocage qui arrive. Et puis on a perdu cette habitude de respirer avec le ventre. Qu'est-ce que la respiration totale? J'ai rencontré donc une orthophoniste assez étonnante qui, lors d'un cours sur la voice-over, qui nous a expliqué qu'on avait 4 diaphragmes. Et là, tout le monde a fait quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce qu'on connaît évidemment ce fameux diaphragme au milieu, là. Et en fait, on en a 4. Et quand on comprend qu'on a 4 diaphragmes, donc un au niveau du cerveau, la langue aussi, tout le système du palais, la langue est un diaphragme. Évidemment, ce fameux grand parapluie que l'on a là et qu'on connaît tous, et au niveau pelvien. Et on s'aperçoit, il y a des images qui montrent que quand on respire, ces 4 diaphragmes, il n'y en a pas qu'un seul en fait, parce qu'on dit, ouais bon, celui-là on le connaît, donc c'est donc dans le ventre, mais en fait, ces 4-là respirent simultanément. Et on voit tout ce squelette humain qui en fait, comme ça, de la tête jusqu'au pelvien ici comme ça, qui respire. C'est pour ça que j'aime bien parler de respiration totale, parce que quand on respire, il faut savoir que la voix utilise finalement assez peu de cette respiration, en tout cas de ce souffle, de cet oxygène. Et qu'est-ce qui... C'est le corps entier, ce sont les cellules, les viscères, tout utilise. Et c'est pour ça que quand on respire totalement, et tout ça, on en a besoin, même pour émettre la voix. Les cordes vocales ont besoin d'un afflux sanguin. Enfin voilà, ce n'est pas simplement le fait de respirer qui va nous faire sortir du son. On chante entièrement avec son corps. Le corps entier chante, vibre, les os vibrent, le squelette entier est sous la vibration. Et donc il y a des exercices pour trouver justement cette harmonie, cette respiration totale. À partir de quand tu t'aperçois que la personne
à la respiration. Ça s'entend. Alors, ça s'entend déjà. Et puis, déjà, il y a une assise. Je veux dire, on sent alors là, pour le coup, on sent la personne bien dans son corps, ancrée, ce que j'appelle ancrée. Et là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de prendre une grande respiration. Souvent, ce sont des respirations quand on parle, quand on vit. Seule cette respiration-là, il n'y a pas besoin de prendre une grande aspiration. Chanter, c'est aussi émettre un son que comme on en parle. Alors évidemment, il y a plus de choses qui sont mobilisées, mais c'est la même énergie, on va dire. À l'inverse, les gens qui sont bloqués, entre guillemets, ça s'entend immédiatement aussi. Ça s'entend immédiatement que ça reste tout là bloqué ici. Il faut dire que à travers le chant, quand je parlais d'émotion, le ventre, toute cette région-là est très très concentrée en émotion. C'est le deuxième cerveau. Exactement, c'est ce que j'allais dire, on parle du deuxième cerveau. Le ventre, toute cette partie-là, émotionnelle, un peu concentrée, si c'est bloqué, la voix ne peut pas avoir accès non plus à toute cette émotion qui est bloquée. Donc quand tout est en tout cas, pas forcément libéré, mais en tout cas quand on en a accès, quand on se laisse l'opportunité d'avoir accès et de voilà, que ça tourne, que ça circule, ça fonctionne plutôt bien, on va dire. Il faut trouver juste l'harmonie par rapport à sa respiration. Le stress peut être quelque chose de gênant par rapport à ça. Si on est stressé, on a la respiration bloquée, donc c'est tout cet équilibre. Oui, évidemment. Alors, il y a des grands trucs sympas qui parlent bailler. Bailler, c'est fantastique avant de rentrer sur scène. Oui, parce mais pas pendant. Non, pas pendant. Mais on n'arrive pas pendant, en fait. Jamais il est arrivé... Parce que il y a un truc qui se passe, c'est très étrange, c'est presque impossible de bailler. On baille jamais sur scène. Mais bailler avant, c'est une espèce de grande oxygénation de bailler. Ça fait énormément de bien, ça détend tout, on est en lâcher prise totale, bailler. Mais effectivement, oui, de pouvoir avoir accès, et on est tous, même moi, la première qui arrive bien à maîtriser on va dire, ma capacité respiratoire. Je peux rester très très longtemps sur des notes, des choses comme ça. Souvent, quand j'ai fait des exercices en post-synchro, on est un petit peu en exercice, et là pour le coup, on ne connaît pas bien son domaine, donc là pour le coup on est un petit peu stressé. Les personnes à côté de moi me disent « Mais t'as pas respiré là ?» Je fais « Effectivement, j'étais en apnée. » J'avais une capacité respiratoire qui pouvait croire que je respirais, mais en fait je ne respirais pas. Et on s'aperçoit que quand on respire, on est quand même beaucoup mieux. Donc c'est vrai que le stress peut amener à faire une espèce de blocage, et respirer, c'est le secret.